Papa disait que je poursuivais des fantasmes. Il riait au réveillon de Noël, sans savoir que j'avais racheté sa société et que j'avais sa lettre de démission dans mon sac. Situation retournée. Mon père disait que je poursuivais des fantasmes. Que je ne réussirais jamais. Il riait de moi, de mes ambitions. Au réveillon de Noël, chez ma tante, il riait avec mes oncles, sans savoir que j'avais déjà racheté sa société. Il ne savait pas que l'email que je venais de recevoir confirmait que j'étais, à cet instant précis, devenue sa patronne. Et que sa lettre de démission était métaphoriquement déjà dans mon sac. La situation était sur le point de se retourner, et violemment. Avant de vous raconter en détail comment nous en sommes arrivés là, cette histoire de trahison familiale et de justice financière, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quel pays vous regardez cette vidéo. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? C'est incroyable de voir comment nos histoires peuvent se connecter à travers le monde. Maintenant, revenons à cette nuit de Noël. Nous étions chez ma tante Claudine, à Blagnac, dans la banlieue de Toulouse. La maison sentait la dinde au marron et le vin chaud. Les rires fusaient du salon. Mais moi, Léonie, 26 ans, je n'étais pas d'humeur à la fête. J'étais debout dans le couloir, faisant semblant de lire quelque chose sur mon téléphone, mais en réalité, j'essayais juste de respirer. Mon ventre était noué. Pas à cause de la nourriture, mais à cause de l'anxiété. Depuis des mois, ma société, Fluide Logis, était en pleine négociation pour acquérir Prestige Logistique. Une entreprise de transport traditionnelle, solide, mais vieillissante. C'était une acquisition stratégique pour nous. C'était aussi l'entreprise où mon père, Didier, travaillait comme directeur commercial depuis plus de 20 ans. Je savais que nous allions les racheter. Le processus de due diligence avait été long et stressant. Et pour être honnête, une partie de moi se sentait terriblement coupable. Est-ce que je faisais ça pour les bonnes raisons? Pour la croissance de ma boîte? Ou est-ce qu'une petite partie de moi, une partie sombre et revancharde, le faisait pour lui? Pour lui prouver quelque chose? J'essayais de chasser ces pensées. C'était du business. Juste du business. Mais la culpabilité était là, me rongeant de l'intérieur. J'avais peur de sa réaction, peur de ce que cela allait faire à notre famille, déjà si fragile. J'allais justement retourner dans le salon, plaquer un sourire sur mon visage et faire semblant, quand j'ai entendu sa voix. La voix de mon père. Forte, pleine d'assurance, venant de la salle à manger. Il parlait à mon oncle Michel. Et Léonie alors, demanda mon oncle. Mon père a éclaté de rire. Un rire sec, méprisant. Léonie? Ah, laisse tomber. Elle ne possédera jamais rien de valeur. Faites-moi confiance. Elle joue à la chef d'entreprise avec l'argent des autres. Je me suis figée. Mon sang s'est glacé. Elle ne possédera jamais rien de valeur. Au même instant, à la seconde même où ces mots ont frappé mes oreilles, mon téléphone a vibré dans ma main. Je n'ai pas eu besoin de le regarder. Je savais. Mais j'ai baissé les yeux quand même. C'était un email de notre cabinet d'avocats. L'objet était en majuscule. Accord finalisé, Fluide Logis et Prestige Logistique. J'ai ouvert le message. Il n'y avait que 2 lignes. Maître, Madame. Toutes les signatures sont apposées. L'accord est officiellement et irrévocablement conclu. Prise d'effet au 1er janvier. Félicitations. J'ai relevé la tête. J'entendais toujours mon père rire dans l'autre pièce. Il n'avait aucune idée. Il venait de se moquer de la seule personne qui détenait désormais son avenir professionnel entre ses mains. La culpabilité que j'avais ressentie 1 minute plus tôt? Elle s'est évaporée. En un instant. Remplacée par une clarté froide, tranchante comme le verre. Que allais-je faire de ce pouvoir? Je m'appelle Léonie. J'ai 26 ans. Et sur le papier, j'ai tout réussi. Je suis la cofondatrice et la directrice technique, la CTO, de Fluide Logis. Vous savez, ce n'est pas un métier très glamour. Je ne vends pas de sac à main de luxe comme mon frère, ni ne sauve des vies. Mon travail, c'est de l'optimisation. C'est des algorithmes. Ma meilleure amie et cofondatrice, Manon, qui est notre PDG,
aime dire que nous sommes les plombiers de l'économie. Personne ne nous voit, mais si on s'arrête de travailler, tout s'effondre. Concrètement, Fluidlogi est ce qu'on appelle un SaaS. Un logiciel en tant que service. Nous avons développé une plateforme qui aide les entreprises de taille moyenne à optimiser leur chaîne d'approvisionnement. En gros, on aide les entreprises de transport, les entrepôts, les distributeurs à savoir exactement où sont leurs camions, ce qu'il y a dans leurs cartons, et comment livrer plus vite en consommant moins de carburant. C'est complexe, c'est du B2B, business to business, et c'est tout sauf le genre de fantasme dont mon père parle. Et ça marche. Ça marche incroyablement bien. Aujourd'hui, je gagne un salaire à 6 chiffres. Je n'aime pas parler d'argent, mais c'est un fait. C'est le résultat de nuits blanches, de sacrifices, de moments de doute si profonds que j'ai cru que j'allais tout abandonner. Il y a 6 mois, j'ai acheté mon propre appartement. Un loft magnifique dans le quartier des Carmes, à Toulouse. Des briques apparentes, des poutres en acier, une immense verrière qui donne sur les toits. Je l'ai acheté cash. Sans prêt. Sans aide. Sans l'argent de papa-maman. Juste le mien. C'était mon sanctuaire. La preuve physique, tangible, que j'avais construit quelque chose de réel. Quelque chose que personne, pas même mon père, ne pouvait nier. Je suis fière de ce que j'ai accompli. Je suis fière de l'équipe que Manon et moi avons bâtie. Nous sommes passés de 2 étudiantes dans une chambre de CTU à une entreprise de 50 salariés, avec des bureaux en centre-ville et des clients dans toute l'Europe. Mais ce soir-là, dans le couloir de ma tante Claudine, rien de tout cela ne comptait. Mon loft aux Carmes ? Mes actions dans l'entreprise ? Mes succès ? Tout cela disparaissait face à ces quelques mots prononcés par mon père. Elle ne possédera jamais rien de valeur. Parce qu'au fond, je ne construisais pas seulement une entreprise. J'essayais désespérément de construire ma propre valeur aux yeux de l'homme qui m'en avait toujours refusé. Et je commençais à peine à comprendre que c'était une bataille que je ne pourrais jamais gagner. Pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi l'approbation de ceux qui nous ont élevés compte-t-elle plus que tout le reste ? Pour comprendre mon père, il faut comprendre ma famille. De l'extérieur, nous sommes l'image parfaite de la réussite de la classe moyenne supérieure française. Nous vivons à Blagnac, dans une belle maison avec un jardin bien entretenu. Mon frère, Grégoire, est le petit génie. Le premier de la classe, le Golden Boy. Il a fait HC Paris, la meilleure école de commerce. Aujourd'hui, il travaille à Paris, évidemment. Il est chef de marque pour un grand groupe de luxe. Il gagne très bien sa vie, il est beau, il est charmant. Il est tout ce que mes parents ont toujours voulu. Ma mère, Hélène, est le pilier discret de cette perfection. Elle ne travaille pas, elle fait du bénévolat au musée des Augustins. Elle organise des dîners, entretient les apparences, et s'assure que les rideaux sont toujours parfaitement repassés. Et puis, il y a mon père. Didier. Mon père est un homme de l'ancienne école. Pour lui, la vie est simple. On fait de bonnes études, mais pas trop, juste ce qu'il faut, on trouve un bon poste dans une bonne entreprise, et on y reste. On obtient un CDI, un contrat à durée indéterminée. C'est le Graal. Le CDI, c'est la sécurité. C'est la mutuelle, l'assurance santé, qui couvre bien. C'est la caisse de retraite qui se remplit. C'est la possibilité d'acheter une maison à crédit sur 25 ans. Pour Didier, le succès se mesure en ancienneté. En stabilité. Mon monde, le monde des startups, est son antithèse absolue. Pour lui, ce que je fais, c'est de l'argent virtuel. C'est du vent. Les levées de fonds ? De l'argent que tu voles à des investisseurs. Les actions de l'entreprise ? Du papier sans valeur. Il ne comprend pas qu'on puisse quitter un CDI, ce que j'ai fait après mon stage de fin d'études, pour une idée. Pour lui, c'est une folie. Une trahison de tout ce en quoi il croit. Et moi, au milieu de tout ça, je suis la rêveuse. La fille du milieu, celle qui n'est ni le génie, Grégoire, ni la petite dernière, il n'y en a pas. Je suis celle qui pose trop de questions, celle qui est toujours dans son coin avec un ordinateur. Pendant des années, j'ai cru qu'il était juste inquiet. Qu'il m'aimait et qu'il avait peur pour moi.
Ce n'est que bien plus tard, bien trop tard, que j'ai compris que ce n'était pas de l'inquiétude. C'était du mépris. Mon succès, mon monde, n'était pas seulement quelque chose qu'il ne comprenait pas. C'était quelque chose qui l'insultait. Mon existence même, ma façon de réussir en dehors de ses règles, était une négation de tout son système de valeurs. Et un homme comme mon père ne peut pas tolérer ça. Surtout pas de la part de sa fille. Comment aurais-je pu rivaliser avec ça? Cette dynamique ne date pas d'hier. Elle remonte à aussi loin que je me souvienne. Grégoire, c'était le soleil. Tout tournait autour de lui. Quand il a eu besoin de cours particuliers pour sa prépa, les classes préparatoires aux grandes écoles, mes parents ont débloqué des milliers d'euros sans sourciller. C'est un investissement pour son avenir, disait mon père. Quand il a été accepté à HEC, ils lui ont payé un appartement dans le 5e arrondissement de Paris. Il doit être dans de bonnes conditions pour réussir. Moi, quand j'avais 15 ans, j'étais fascinée par les ordinateurs. Pas les jeux, mais ce qu'il y avait derrière. Je voulais comprendre comment ça marchait. J'ai demandé à mes parents de m'inscrire à un stage de codage d'été. Ce n'était pas cher, quelques centaines d'euros. Ma mère m'a regardée avec pitié. Mais chérie, pourquoi tu veux faire un truc de garçon? Ce n'est pas pour toi. Mon père a été plus direct. Apprends la comptabilité. Ou le secrétariat. C'est plus sûr. Tu trouveras toujours du travail. Plus sûr. C'était leur mot préféré. Je n'ai pas eu mon stage de codage. Alors j'ai appris toute seule. La seule personne qui m'ait jamais encouragée, c'était ma grand-mère. Mamie. La mère de ma mère. C'était elle qui m'avait donné son vieil ordinateur quand elle en avait eu un nouveau. Une antiquité, mais c'était le mien. Elle me voyait passer des heures dessus, à taper des lignes de code que je trouvais dans des livres à la bibliothèque. Elle ne comprenait rien à ce que je faisais. Vraiment rien. Mais elle s'asseyait à côté de moi. Elle m'apportait une tisane au tilleul. Et elle me demandait, alors, ma puce, tu construis quoi aujourd'hui? Je lui expliquais mes petits programmes, mes premières bases de données pour classer ses recettes de cuisine. Elle écoutait, hochait la tête, et disait toujours la même chose, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est formidable. Tu iras loin, Léonie. Ne laisse personne te dire le contraire. Elle est morte quand j'avais 16 ans. Un cancer du pancréas, rapide, brutal. À son enterrement, je n'ai pas pleuré. J'étais juste vide. Je savais que j'avais perdu la seule personne au monde qui me voyait vraiment. Après ça, je me suis enfermée. J'ai arrêté de demander quoi que ce soit à mes parents. J'ai arrêté d'attendre leur approbation. J'ai compris que l'amour de mes parents était conditionnel. Il était réservé à Grégoire. Moi, j'aurais les restes. Alors j'ai décidé que je n'aurais besoin de personne. J'allais construire ma propre vie, mon propre succès. Je pensais, naïvement, qu'un jour, mon succès serait si grand, si indéniable, qu'il serait bien obligé de me voir. Quelle erreur! Quelle terrible erreur de jeunesse! Après le décès de mamie, je me suis jetée à corps perdu dans le travail. C'est devenu mon refuge, mon armure. J'ai passé mon bac S avec mention très bien. J'ai postulé à l'INSA de Toulouse, une grande école d'ingénieurs. Et j'ai eu une bourse d'excellence. J'étais tellement fière. J'ai annoncé la nouvelle au dîner. Grégoire était là, en visite de Paris. Ah, l'INSA? C'est bien. C'est public, au moins, a-t-il dit avec une pointe de condescendance. Mon père a hoché la tête. Au moins, c'est gratuit. Tu ne nous coûteras pas cher. Pas un, félicitations. Pas un, on est fiers de toi. Juste un soupir de soulagement financier. J'ai avalé ma salive et j'ai souri. Je n'ai rien dit. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est encore brisé. À l'INSA, j'ai rencontré Manon. Elle était différente. Elle était comme moi. Pleine d'idées, d'énergie, et avec la même rage de prouver quelque chose. Nous sommes devenus inséparables. C'est dans notre chambre de CTU, au milieu des cartons de pizza froid et des nuits blanches, que les premières lignes de code de Fluidlogy ont été écrites. Nous avons obtenu nos diplômes. J'ai trouvé un CDI dans une SSI,
une société de services en ingénierie informatique. Un vrai travail, comme disait mon père. Je l'ai gardé 6 mois. Puis, Manon et moi avons décidé de sauter le pas. Nous avons démissionné le même jour. Nous avons mis nos maigres économies en commun et nous avons loué un bureau de 10 mètres carrés dans un incubateur. Quand j'ai annoncé ma démission à mes parents, ce fut la Troisième Guerre mondiale. « Tu es folle », a hurlé mon père. « Tu quittes un CDI ? Pour une idée ? Tu jettes ta vie en l'air. Tu vas finir à la rue. » Ma mère pleurait. « Mais Léonie, pourquoi tu nous fais ça ? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? » J'ai tenu bon. « C'est ma vie, papa. C'est mon projet. » « Ce n'est pas un projet, c'est un fantasme. Tu vas échouer, Léonie. Et ne viens pas pleurer chez nous quand ce sera le cas. » Je suis partie en claquant la porte. Les 2 années qui ont suivi ont été les plus dures de ma vie. Nous avons failli faire faillite 3 fois. Nous ne nous sommes pas payés pendant des mois. Et pendant tout ce temps, la voix de mon père résonnait dans ma tête à chaque échec, à chaque client perdu, à chaque bug informatique. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu perds ton temps. Il y avait des matins où j'étais paralysée par le doute. Des matins où je pensais qu'il avait raison. Que je n'étais qu'une imposture. Que Grégoire était le génie, et moi la ratée. Mais Manon était là. Ne l'écoute pas, Léo. Regarde ce qu'on a construit. Et je me remettais au travail. Pas pour moi. Mais pour lui prouver qu'il avait tort. Je ne savais pas encore que je ne faisais que lui donner plus de pouvoir sur moi. Et puis, le vent a tourné. Après 2 ans de galère, notre produit a enfin trouvé son marché. Nous avons signé notre premier gros client. Puis un deuxième. Puis 10. Soudain, les investisseurs qui nous ignoraient ont commencé à nous appeler. Nous avons lancé notre première levée de fonds, ce qu'on appelle la série A. Le processus a été épuisant. Des dizaines de présentations, de négociations. Manon gérait les chiffres, je gérais la technique. Nous formions une équipe parfaite. Et nous avons réussi. Au-delà de nos espérances les plus folles. Nous avons levé 10 millions d'euros. Notre société, Fluidlogy, celle qui avait démarré dans une chambre d'étudiante, était désormais valorisée à 40 millions d'euros. Quand nous avons signé les documents finaux, j'ai cru que mon cœur allait exploser. J'ai pleuré dans les bras de Manon. Nous l'avions fait. Nous avions vraiment réussi. Mon premier réflexe ? Appeler mon père. J'étais tellement excitée. Je tremblais. J'ai composé son numéro. J'avais des images plein la tête, il allait pleurer, il allait me dire « Je suis fière de toi, ma fille. » J'ai eu tort. Allô ? Papa ? C'est Léonie. J'ai une nouvelle incroyable. Quoi encore ? Tu as cassé ta voiture ? Non. Papa, on l'a fait. On a bouclé notre série A. On a levé 10 millions d'euros. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. J'entendais juste sa respiration. Papa ? Tu es là ? 10 millions d'euros, sa voix était plate, froide. Oui. L'entreprise est valorisée à 40 millions. C'est fou, non ? Nouveau silence. Puis il a dit, et je n'oublierai jamais ces mots. 10 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent virtuel. C'est bien. Appelle-moi quand tu auras une vraie caisse de retraite. Et il a ajouté, fais attention, Léonie. Plus on monte haut, plus la chute est dure. Puis il a raccroché. J'ai regardé mon téléphone, abasourdi. L'euphorie a disparu, remplacée par un vide glacial. 40 millions d'euros. Et tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est de me parler de ma retraite. Je suis rentrée dans la salle de réunion où notre équipe nous attendait avec du champagne. J'ai souri. J'ai fait la fête. Mais à l'intérieur, j'étais morte. Plus tard dans la soirée, Manon m'a trouvée en train de pleurer en silence sur le balcon de nos bureaux. Il l'a mal pris, c'est ça, m'a-t-elle demandé doucement. Je n'ai pu que hocher la tête. Elle a soupiré et m'a prise dans ses bras. Léonie, m'a-t-elle dit en me secouant gentiment. Quand est-ce que tu vas arrêter ?
Quand est-ce que tu vas arrêter de chercher l'approbation au seul endroit où tu ne la trouveras jamais? Tu vaux mieux que ça. Nous valons mieux que ça. Elle avait raison. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Honnêtement, qu'auriez-vous fait à ma place? Quand la personne qui devrait être la plus fière de vous, la personne pour qui vous avez tout fait, est celle qui vous fait le plus de mal? Comment on fait pour arrêter d'aimer ses parents, même quand ils vous détruisent? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir. Revenons à cette nuit de Noël. Debout dans le couloir de ma tante Claudine. L'email des avocats sur mon téléphone. La voix de mon père dans mes oreilles. Elle ne possédera jamais rien de valeur. La culpabilité que j'avais ressentie en arrivant, cette peur d'être la méchante qui rachetait l'entreprise de son père, tout a disparu. À la place, une colère froide m'a envahi. Pendant des mois, j'avais géré cette acquisition avec une boule au ventre. J'avais même demandé à Antoine Giraud, notre COO, de gérer les aspects humains de la transition. J'avais peur de confronter mon père. J'avais peur de sa réaction. Je réalisais maintenant que j'avais eu peur pour rien. Ou plutôt, j'avais eu peur de blesser quelqu'un qui, lui, n'avait aucun scrupule à m'humilier dans mon dos. J'ai respiré un grand coup. J'ai rangé mon téléphone. Et je suis retourné dans la salle à manger, mon visage aussi neutre que possible. J'ai continué à entendre des bribes de leur conversation. Mon oncle Michel, un peu éméché, a demandé « Mais Didier, pourquoi tu dis ça? Elle a monté sa boîte, non? » J'ai vu un article dans la dépêche. Mon père a fait un geste dédaigneux de la main. Du vent. Je te dis, c'est du vent. Elle joue à la patronne avec l'argent des autres. Elle fait mumuse avec ses ordinateurs. Elle va finir sans un sou avant ses 30 ans. C'est moi qui te le dis. Ma mère, Hélène, était assise à côté de lui. Elle a gloussé. Elle n'a rien dit pour me défendre. Elle a juste gloussé, comme si c'était une bonne blague. Je me suis assise à l'autre bout de la table. J'ai pris un toast au foie gras. Je l'ai regardé, mais je n'avais pas faim. J'observais mon père. Il tenait son verre de vin, il parlait fort, il était le roi de la soirée. Il était tellement sûr de lui. Sûr de son monde, de ses règles. Il n'avait aucune idée. Aucune. Il pensait que j'étais une enfant qui jouait. Il ne réalisait pas que le jeu venait de changer de main. Cette nuit-là, quelque chose s'est définitivement brisé. Ce n'était pas seulement la prise de conscience que j'étais devenue sa patronne. C'était bien plus profond. Je venais de comprendre que mon père ne me voyait pas comme une menace pour ses finances, ou pour sa carrière. Il me voyait comme une menace pour son ego. Ce n'était pas juste du mépris. Il voulait que j'échoue. Parce que si moi, la rêveuse, la ratée, je réussissais avec mes fantasmes, qu'est-ce que cela disait de lui? De sa vie passée à suivre les règles? Je n'étais plus sa fille. J'étais son échec personnel. Et ce soir-là, en le regardant rire, j'ai pris une décision. J'allais arrêter de jouer selon ses règles. Le jeu était terminé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Les semaines qui ont suivi Noël ont été un brouillard de travail. L'intégration de Prestige Logistique était un dossier énorme. Mais avant même que l'annonce officielle ne soit faite en interne, j'ai dû faire face à d'autres humiliations. Début janvier, nous organisions le plus grand événement de l'histoire de Fluidlogi. Le lancement de notre nouvelle plateforme intégrée. Nous avions loué un lieu magnifique à Toulouse, invité la presse spécialisée, nos investisseurs, nos plus gros clients. C'était l'aboutissement de 2 ans de travail acharné. J'ai envoyé des invitations personnelles à ma famille. Des invitations cartonnées, élégantes. Mon frère Grégoire m'a répondu par un SMS 1 heure avant le début. Désolé, Léo. Grosse réunion à Paris. Je ne peux pas venir. Bravo pour ton truc. Ton truc. Pas ton lancement, pas ton succès. Ton truc. Mes parents, eux, n'ont même pas répondu. Je me tenais sur scène, sous les projecteurs,
parlant de l'avenir de la logistique et de l'intelligence artificielle. La salle était comble. Mais mes yeux n'arrêtaient pas de scanner la foule, cherchant deux visages que je savais ne pas être là. Après mon discours, Manon m'a trouvé. Elle n'a pas eu besoin de poser la question. Ils ne sont pas venus, hein? J'ai secoué la tête, les larmes me piquant les yeux. Ce sont des imbéciles, Léo. Des imbéciles. Elle m'a serré la main. Viens, le champagne est bon, et nos clients, eux, sont là. Quelques jours plus tard, l'humiliation est devenue encore plus directe. J'étais avec Manon dans un café près de nos bureaux, en train de débriefer la soirée. Et qui est entré? Mon père. Il était seul, il allait visiblement chercher un café à emporter. Il m'a vu. Il ne pouvait pas m'ignorer. Ah, Léonie. Tiens, dit-il, surpris. Salut papa. Je te présente Manon, ma cofondatrice et notre PDG. Mon père a à peine jeté un regard à Manon. Il a hoché la tête. Puis il m'a regardé avec un petit sourire en coin, ce sourire que je détestais. Alors, on joue toujours à la start-up? Pas trop dur, la vie de patronne? J'ai senti Manon se raidir à côté de moi. J'ai senti mon propre visage devenir brûlant. On vient de faire notre plus gros lancement, papa. La soirée dont je t'avais parlé. Ah oui, c'est vrai. J'avais un vrai travail, moi. Il a dit ça comme si c'était une blague entre nous. Mais ce n'en était pas une. Manon s'est levée d'un coup. On y va, Léonie. On a une réunion. Mon père avait déjà attrapé son café et tournait les talons. Salut, les filles. Dehors, Manon a explosé. Mais c'est qui ce type? C'est incroyable. Il n'a aucun respect. Ni pour toi, ni pour moi, ni pour ce qu'on a construit. J'ai haussé les épaules. J'avais tellement l'habitude. C'est juste, c'est papa. Non, a-t-elle dit, s'arrêtant sur le trottoir. Ce n'est pas juste papa. C'est toxique. Et tu dois arrêter de trouver des excuses. Elle avait raison. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ce n'était pas seulement toxique. C'était bien pire. L'intégration de Prestige Logistique a officiellement commencé. Antoine Giraud, notre COO, a pris les rênes de la transition. C'était un homme brillant, efficace, et qui n'avait aucun lien émotionnel avec cette entreprise. C'était parfait. Environ une semaine après le début du processus, il a demandé à me voir. Il a fermé la porte de mon bureau. Il avait l'air grave. Léonie, je dois te montrer quelque chose, m'a-t-il dit, en s'asseyant en face de moi. Il y a un problème avec l'audit, ai-je demandé, mon cœur s'accélérant. Un problème, d'un autre genre. En migrant les serveurs de messagerie de Prestige, nous avons dû archiver les anciens emails. Je suis tombé sur ça. Il a tourné son ordinateur portable vers moi. C'était un email datant d'1 an. L'expéditeur était Didier Durand. Mon père. Le destinataire était son ancien PDG chez Prestige Logistique. L'objet était « Idée pour optimisation des tournées de livraison ». J'ai commencé à lire. Et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Dans cet email, mon père décrivait, avec des mots à lui, maladroits mais reconnaissables, l'algorithme de base que j'avais développé. L'algorithme qui était le cœur de Fluidlogi. Je me suis souvenu. 1 an plus tôt. Un dîner de famille dominicale. J'étais tellement excitée par une avancée que j'avais faite. J'avais essayé de leur expliquer, avec un stylo et une serviette en papier. Tu vois, papa, au lieu que les camions fassent ABC, si on calcule le trafic en temps réel et qu'on optimise, ils peuvent faire ACB et économiser 20% de carburant. Il avait hoché la tête, l'air absent. Oui, c'est bien, ton truc. Il n'avait pas l'air absent. Il écoutait. Il prenait des notes mentales. Il avait volé mon idée. Il l'avait présentée à son patron comme la sienne. J'ai lu la suite de l'échange. Son patron avait été intéressé. Ils avaient essayé de l'implémenter, mais sans l'infrastructure logicielle, sans mon code, ça avait été un échec cuisant. Le dernier email, de mon père à son patron, était le pire. Comme je vous le disais,
Ces nouvelles technologies ne sont pas fiables. C'est de la poudre aux yeux. Rien ne vaut l'expérience du terrain. On a perdu du temps avec ces bêtises. J'ai relevé les yeux vers Antoine. Je ne pouvais plus respirer. Il a volé mon idée, ai-je murmuré. Pire, dit Antoine, son visage dur. Il l'a mal utilisée, l'a fait échouer, et s'en est servi pour prouver que notre technologie, la technologie de sa propre fille, était inutile. Ce n'était plus de l'ignorance. Ce n'était plus du mépris. C'était une trahison active. Il m'avait poignardé dans le dos. Et ce n'était que le début. Antoine n'avait pas fini. J'ai cru que c'était un incident isolé, dit-il, sa voix basse et contrôlée. Alors j'ai cherché. Léonie, ce que j'ai trouvé est bien pire. Il a ouvert un autre dossier. Il y avait des dizaines de fichiers. Premièrement, dit-il, le client Dufresne Transport. Tu te souviens? On les a perdus l'année dernière. On n'a jamais su pourquoi. Ils ont arrêté de répondre à nos appels du jour au lendemain. Il a ouvert un email. C'était un email de mon père, envoyé depuis son adresse, Prestige Logistique, au PDG de Dufresne Transport. Cher Monsieur Dufresne, lisait-il. Je me permets de vous contacter de manière informelle. J'ai appris que vous étiez en discussion avec la société Fluidlogie. Il se trouve que ma fille est impliquée dans cette aventure. En tant que professionnel de la logistique depuis 25 ans, je vous conseille la plus grande prudence. Ce sont des jeunes qui manquent d'expérience. Si vous cherchez une solution stable et éprouvée, je serais ravi de vous mettre en relation avec de vrais professionnels. J'ai fermé les yeux. J'avais envie de vomir. Il nous avait sabotés. Il avait coûté à notre entreprise un contrat à 6 chiffres. Ce n'est pas tout, dit Antoine, implacable. Il a ouvert LinkedIn. Il a tapé le nom de mon père. Je regardais son profil. Et là, sous la section « Expérience », en plus de son poste chez Prestige, il y avait une autre ligne. Conseiller stratégique, bénévole, Fluidlogie. Quoi? Je n'en croyais pas mes yeux. Il s'est inventé un titre, dit Antoine. Il utilise le nom de notre entreprise, ton nom, pour se donner de la crédibilité dans son propre réseau. Il fait croire qu'il te guide, qu'il est le mentor derrière ton succès. L'ironie était si amère qu'elle me brûlait la gorge. Et il y a une dernière chose, dit Antoine. Il m'a tendu une note. Monsieur Bernard Lambert a appelé ce matin. Il voulait parler à quelqu'un de la direction. Il a laissé ce message pour toi. Bernard Lambert. C'était mon ancien professeur à l'INSA, mon premier mentor. Un homme que je respectais énormément. J'ai lu la note. Léonie, je suis soulagée de voir que vous avez racheté Prestige. Je dois vous avouer quelque chose qui me pèse. Votre père m'a contacté l'année dernière. Il était très inquiet. Il m'a demandé d'intervenir, de vous raisonner, de vous convaincre d'abandonner votre fantasme et de prendre un poste sérieux. Il m'a dit que vous étiez instable et que vous alliez droit dans le mur. Je n'ai jamais donné suite, mais je tenais à ce que vous le sachiez. Je suis restée assise là, dans le silence de mon bureau. Il n'avait pas seulement essayé de voler mes idées. Il avait activement essayé de détruire ma crédibilité auprès de mes clients. Il avait menti à son réseau en usurpant un titre. Et il avait tenté de retourner mes mentors contre moi. Ce n'était pas un père inquiet. C'était un saboteur. J'ai regardé Antoine. Mon visage était devenu dur. Merci, Antoine. J'ai besoin de tous ces documents. Imprimés. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire ce qu'une patronne doit faire. Je ne pleurais pas. Mes mains ne tremblaient même pas. C'était étrange. C'était comme si des années de confusion, de douleur et de doute venaient de se solidifier en une certitude froide et dure comme de l'acier. La fille de 16 ans en moi, celle qui voulait juste que son papa soit fier, venait de mourir. Et la femme de 26 ans, la CTO, la cofondatrice, la présidente du conseil d'administration, venait de prendre sa place. Définitivement. Une partie de moi voulait hurler. Une partie de moi voulait appeler mon père et lui demander « Pourquoi ?» Mais l'autre partie ouvrait déjà un nouveau dossier sécurisé sur mon ordinateur. Je l'ai nommé «
Preuve, Dédé. J'ai passé le reste de l'après-midi à rassembler méthodiquement chaque élément. Les emails. Les captures d'écran de LinkedIn. Le témoignage de Bernard Lambert. J'ai même retrouvé la serviette en papier sur laquelle j'avais dessiné mon algorithme pour lui, ce fameux dimanche. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé maître Valérie Simonet, notre avocate d'affaires. C'est une femme brillante, précise, qui ne s'embarrasse pas de sentiments. Valérie, j'ai un problème interne grave. Il concerne un employé de Prestige Logistique, récemment acquis. J'ai des preuves de sabotage délibéré, de conflit d'intérêts et d'usurpation de titres. Bien, m'a-t-elle répondu de sa voix calme. Envoyez-moi le dossier. De qui s'agit-il? J'ai hésité une fraction de seconde. Didier Durand. Il y a eu un silence. Maître Simonet connaissait ma famille. Je vois, a-t-elle dit. Cela complique les choses sur le plan personnel, mais pas sur le plan légal. Envoyez-moi tout. Nous avons des motifs de licenciement pour faute grave. Sans indemnité. J'ai raccroché. Licenciement pour faute grave. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. La vue sur Toulouse était magnifique. J'avais construit tout ça. Et il avait essayé de tout détruire. Avez-vous déjà dû choisir entre votre famille et votre propre survie? Entre le sang et la justice? Ce n'est pas un choix que l'on fait à la légère. C'est un choix qui vous marque à vie. Si vous avez déjà vécu une telle trahison, si vous avez dû couper les ponts pour vous protéger, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires que je ne suis pas seule. J'ai vraiment besoin de lire vos histoires. Ce soir-là, j'ai compris que je n'allais pas seulement me battre pour mon entreprise. J'allais me battre pour moi-même. Quelques jours plus tard, alors que je préparais mon plan d'action avec Maître Simonet, j'ai reçu une notification du groupe de chat « Famille Durand » sur WhatsApp. Un groupe dont j'étais toujours membre, mais où je ne parlais presque jamais. C'était un message de mon père. Grande nouvelle tout le monde. Avec la réorganisation, la nouvelle direction me fait confiance. J'ai une promotion. Je suis nommé directeur principal de la stratégie commerciale. Comme quoi, le travail acharné finit toujours par payer. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Je savais exactement ce qu'était ce titre. C'était un titre fantôme. Un placard doré. Antoine l'avait créé la semaine dernière. On doit le mettre quelque part où il ne peut plus nuire, m'avait-il dit. On lui donne un titre ronflant, aucun pouvoir de décision, et on l'isole le temps que tu décides quoi faire. Et lui, mon père, dans son arrogance, pensait que c'était une promotion. Il paradait avec ce titre bidon, créé pour le neutraliser. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque douloureuse. Il croyait avoir gagné. Il croyait que la nouvelle direction, c'est-à-dire moi, reconnaissait enfin sa valeur. J'ai fermé l'application de messagerie. Et j'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message privé. Direct. Papa, félicitations pour ta nouvelle. J'aimerais t'inviter à déjeuner pour fêter ça. Juste toi et moi. Disons, jeudi, au Bib. C'est moi qui invite. J'ai choisi le Bib à dessein. La brasserie la plus célèbre de la place du Capitole. Un lieu magnifique, historique, et très public. Je voulais des témoins, même s'ils n'entendaient rien. Je voulais que cela se passe sur un terrain neutre et prestigieux. Sa réponse est arrivée 30 secondes plus tard. Avec grand plaisir, ma chérie. Excellente idée. Jeudi midi, c'est parfait. Il pensait que j'allais célébrer sa promotion. Il pensait que j'allais enfin reconnaître sa supériorité. Il ne savait pas que c'était un entretien de licenciement. Il ne savait pas que j'avais le dossier « Preuve » Dédé dans mon sac. Il ne savait pas que le jeu était terminé. Jeudi, 12h30. J'étais assise à la meilleure table du Bib, celle dans l'angle, avec vue sur la place du Capitole. Le décor doré et les plafonds peints étaient magnifiques, mais je ne voyais rien. J'avais un nœud dans l'estomac. J'avais beau être la patronne, j'avais beau avoir les preuves, j'allais affronter mon père. Il est arrivé à 12h40, en retard, comme toujours. Il était rayonnant. Il portait son meilleur costume. Il a fait la bise au maître d'hôtel, comme s'il était un habitué.
Ah, Léonie. Ma chérie, s'est-il exclamé en s'asseyant. Quel endroit magnifique. Tu as bien choisi. Il a attrapé la carte des vins. On va se faire plaisir, hein? Pour fêter ça. Il a commandé une bouteille de Saint-Émilion sans même regarder le prix. J'ai laissé faire. J'ai attendu que le sommelier serve le vin, que mon père y goûte, qu'il approuve d'un air connaisseur. Alors, dit-il en levant son verre. À ma nouvelle carrière. Et à ma fille, qui enfin, comprend les bonnes choses. Je n'ai pas levé mon verre. J'ai posé mes mains à plat sur la nappe blanche. Papa, ai-je commencé, ma voix était incroyablement calme. Je ne t'ai pas invité pour fêter quoi que ce soit. Il s'est figé, son verre à mi-chemin de sa bouche. Comment ça? Je t'ai invité en tant que présidente du conseil d'administration de Fluide Logis. Il a froncé les sourcils. Fluide Logis? Mais quel rapport? Fluide Logis, ai-je continué, en le regardant droit dans les yeux, est la société mère de Prestige Logistique. Nous avons finalisé l'acquisition le 24 décembre. Son visage a perdu toute couleur. D'un coup. Le rouge de la fierté a laissé place à un gris cireux. Quoi? Tu travailles pour moi, papa. Depuis le 1er janvier. Il a secoué la tête, un petit rire nerveux. Non. C'est une blague. C'est impossible. J'aurais été mis au courant. Tu as été mis au courant d'une réorganisation. Ton titre de directeur principal, c'est Antoine Giraud, mon COO, qui te l'a donné. Un placard, papa. Pour te garder au calme le temps que je décide quoi faire de toi. Son sourire avait disparu. Tu me parles sur un autre ton, là, Léonie. Je suis ton père. Et c'est bien ça le problème. J'ai attrapé mon sac. J'ai sorti une grande enveloppe Kraft. Je l'ai fait glisser sur la table, à côté de son assiette intacte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les preuves, papa. Ce sont les emails où tu voles mes idées pour les présenter à ton patron. C'est l'email où tu dis à Dufresne Transport d'éviter de travailler avec l'entreprise de ta fille. C'est la capture d'écran de ton profil LinkedIn où tu t'auto-proclames conseiller de ma boîte. C'est le témoignage de Bernard Lambert, que tu as contacté pour me détruire. Il a ouvert l'enveloppe. Ses mains tremblaient. Je l'ai regardé lire. J'ai vu son visage passer de l'incrédulité à la panique, puis à la rage. C'est sorti de son contexte, a-t-il sifflé, sa voix basse. Tu fouilles dans mes affaires, maintenant? C'est illégal. C'est le serveur de l'entreprise, papa. Mon entreprise. C'est une procédure d'audit tout à fait légale lors d'une acquisition. Tu as violé ton contrat de travail. Tu as commis un conflit d'intérêts manifeste. Tu as activement saboté ta propre entreprise, et la mienne. Il a refermé le dossier d'un coup sec. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Me renvoyer? Tu n'oseras jamais. J'ai soutenu son regard. Le silence s'est étiré. Le cliquetis découvert autour de nous semblait assourdissant. Et c'est là qu'il a commis sa dernière erreur. Voyant que je ne répondais pas, que je ne flanchais pas, son expression a changé. La rage a disparu, remplacée par quelque chose de bien pire, le dédain. Le même dédain qu'il avait toujours eu pour moi. Il s'est adossé à sa chaise. Il a pris son verre de vin, l'a fait tourner. Bon, quoi, a-t-il dit d'un ton las. Tu as fini ton petit numéro? C'est bon? Tu veux des excuses? C'est ça que tu veux? Il a levé son verre. D'accord. Je m'excuse. Je m'excuse d'avoir essayé de te protéger de tes propres bêtises. C'est bon? On peut déjeuner maintenant? Et là, j'ai su. J'ai su que c'était fini. Pour toujours. Ce n'était même pas un mauvais père. C'était un étranger. Un homme incapable de voir ses propres fautes, incapable de la moindre introspection. Et là, j'ai su. La fille de 16 ans en moi, celle qui attendait son approbation, celle qui espérait encore un « je suis fière de toi », venait de mourir. Elle est morte là, au bib, au-dessus d'un verre de Saint-Émilion. J'ai ressenti une immense tristesse. Et un immense soulagement.
J'ai pris une autre enveloppe dans mon sac. Une enveloppe blanche, fine. Non, papa. On ne va pas déjeuner. Je l'ai posée sur la table, par-dessus le dossier de preuve. Ça, ai-je dit, c'est une lettre de démission. Elle est déjà rédigée. Tu as 2 choix. Il m'a regardé, les yeux plissés. Choix numéro 1, tu la signes. Maintenant. Tu pars avec tes indemnités de départ légales, 6 mois de salaire, et une référence neutre. Personne ne saura jamais ce qu'il y a dans ce dossier. Tu pourras dire que tu pars à la retraite anticipée, que tu lances ta propre affaire de consultant, ce que tu veux. Et le choix numéro 2, a-t-il demandé, sa voix tremblante de colère contenue. Le choix numéro 2, tu ne signes pas. Et ce dossier, ai-je dit en tapotant l'enveloppe Kraft, part directement au service juridique et aux ressources humaines. Ils lanceront une procédure de licenciement pour faute grave. Tu partiras sans rien. Sans indemnité. Et le motif de ton départ sera inscrit dans ton dossier. Tu ne retrouveras plus jamais un travail dans ce secteur. Il m'a regardé fixement. J'ai vu la haine pure dans ses yeux. Je suis ton père, a-t-il sifflé entre ses dents. Je sais, ai-je répondu calmement. Et c'est pour ça que je te donne le choix numéro 1. N'importe quel autre employé serait déjà dehors, sans un centime. Je me suis levé. J'ai posé quelques billets de 50 € sur la table pour payer le vin qu'il avait commandé. Je vais aux toilettes. Quand je reviendrai, j'espère que cette lettre sera signée. J'ai tourné les talons sans attendre sa réponse. J'ai marché jusqu'aux toilettes, mes jambes tremblaient, mais je marchais droit. Je me suis enfermé. Je me suis regardé dans le miroir. J'étais pâle, mais mes yeux étaient secs. J'ai attendu 5 minutes. 5 longues minutes. Puis je suis ressorti. Il n'était plus à table. La bouteille de vin était à moitié vide. L'enveloppe de preuve avait disparu. Mais la lettre de démission était là, sur la table. Signée. J'ai pris la lettre. Je suis sorti du restaurant. J'ai marché sur la place du Capitole. Il faisait froid, mais je ne sentais rien. Je me sentais légère. Vide, mais légère. C'était fait. Le soir même, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, Hélène. Je savais que cet appel allait arriver. Léonie. Qu'est-ce que tu as fait? Elle hurlait. Elle était hystérique. Bonsoir, maman. Ne me dis pas bonsoir. Ton père est rentré. Il est détruit. Il dit que tu l'as viré. Comment as-tu pu faire ça? C'est ton père. Maman, ai-je dit, ma voix toujours aussi calme. Papa a essayé de saboter mon entreprise. Il a menti. Il a volé mes idées. Je l'ai licencié, oui. Mais ce n'est pas une raison. Tu détruis cette famille. C'est un homme d'une autre génération. Il ne comprend pas tes trucs. Tu ne pouvais pas juste laisser passer? C'est ton père. Tu dois arranger ça. Tu dois l'appeler et t'excuser. S'excuser. J'ai fermé les yeux. Maman, je l'aime. Je t'aime. Mais je ne m'excuserai pas d'avoir protégé ce que j'ai construit. Mais la famille, Léonie. La famille. Il n'a pas pensé à la famille quand il m'a poignardé dans le dos. Écoute-moi, maman. Je ne parlerai plus à papa tant qu'il n'aura pas pris la pleine responsabilité de ses actes. Et si tu continues à le défendre, si tu continues à me demander de réparer ça, j'aurai besoin de prendre de la distance avec toi aussi. Elle a sangloté, puis a raccroché. Ce fut le dernier contact que j'eus avec elle pendant près d'1 an. 1 an plus tard. Fluid Logis est évalué à 90 millions d'euros. Nous avons ouvert des bureaux à Berlin et à Madrid. Manon est officiellement notre PDG. Antoine est notre COO. Et moi, je fais ce que j'aime, je suis la CTO, je dirige l'innovation, je construis l'avenir. Mon père? Je ne l'ai jamais revu. J'ai appris par mon frère qu'il avait dit à toute la famille que j'étais une fille ingrate, qu'il avait trahi pour prendre le contrôle de sa boîte. Il s'est posé en victime. Il ne s'est jamais excusé. Et vous savez quoi?
J'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. Sa validation, son approbation, je n'en veux plus. Ma mère m'envoie un SMS pour mon anniversaire. C'est un début. Mon frère, Grégoire, m'a appelé il y a 2 mois. Léo, m'a-t-il dit, j'ai mis du temps à comprendre. Mais j'ai vu les preuves. Papa a eu tort. Tu as bien fait. Nous commençons, doucement, à reconstruire une relation. Ce Noël, je l'ai passé à Albi, avec la famille de Manon. Quand sa mère m'a serré dans ses bras, elle m'a dit, « On est si fiers de toi, Léonie. Tu es comme notre fille. » J'ai pleuré. Pour la première fois depuis 1 an. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de soulagement. J'ai appris que la famille, ce n'est pas toujours le sang. La famille, ce sont les gens qui vous voient. Ceux qui vous célèbrent. Ceux qui vous défendent, et pas ceux qui vous détruisent. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous avez dû affronter un parent, un frère, une sœur, qui doutait de vous ou vous sabotait, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. D'où est-ce que vous regardez? Bâtissons une communauté de gens qui ont appris à se choisir eux-mêmes. Parce que parfois, se choisir, c'est l'acte le plus courageux et le plus nécessaire que l'on puisse faire. Merci de m'avoir écouté.